Bonjour à tous. Dans un premier temps, je voulais remercier toutes les personnes du public qui ont pris le temps de venir m'écouter aujourd'hui. Et j'aimerais aussi remercier les membres de mon jury qui ont accepté de lire et d'évaluer mon travail de thèse. Donc, pendant ma thèse, je me suis intéressée à développer la technique d'association lexicale, qui est une perspective thérapeutique d'augmentation de l'estime de soi. Et j'ai cherché à l'appliquer en oncologie, donc chez des patients atteints de cancer. Cette thèse a été encadrée par Boris New au LPNC et Marine Baudouin au LIP PC2S de l'Université Savoie-Mont-Blanc et j'ai été financée pour ces travaux par la Ligue contre le cancer. Donc pour commencer, je pense qu'il est important de définir un peu plus précisément et de clarifier qu'est-ce que l'estime de soi, car la littérature sur la thématique est très très dense et les termes sont parfois utilisés de manière interchangeable. Donc là, je vais vraiment vous présenter comment moi, j'ai appréhendé l'estime de soi tout au long de mes travaux. Donc pour commencer, le concept de soi est formé par un ensemble de descriptions cognitives que l'individu va avoir sur l'ensemble des caractéristiques qu'il s'attribue. À partir de ce concept de soi, l'individu va opérer une évaluation affective de ses caractéristiques et c'est ce qui va former son estime de soi. L'estime de soi, elle peut donc être très globale et du coup relativement stable si elle se base vraiment sur l'ensemble des caractéristiques que l'individu s'attribue. Mais l'estime de soi peut aussi être plus spécifique et du coup un petit peu plus malléable si elle se base que sur différents domaines de la vie de l'individu. Par exemple, on peut identifier une estime de soi qui est plutôt liée à la performance, à la compétence académique, professionnelle ou aux capacités intellectuelles plus généralement. Une estime de soi qui est plutôt basée sur la dimension physique ou une estime de soi qui est plutôt basée sur la dimension sociale. L'ensemble de ces construits, en fait, vont former ce qu'on appelle la perception de soi ou les perceptions de soi. Ces perceptions de soi, elles ont été beaucoup étudiées dans la littérature et il y a eu de nombreuses théorisations. Globalement, on peut distinguer 3 approches principales des perceptions de soi. Donc, la première approche, c'est l'approche intrapersonnelle qui va dire que l'estime de soi, en fait, découle de la possession ou non de certaines caractéristiques que le sujet va juger important de posséder. Donc, l'estime de soi serait vraiment liée à l'écart qu'il y aurait entre le soi perçu, donc les perceptions que l'individu pense, enfin les caractéristiques que l'individu pense posséder, et le soi idéal, qui est les caractéristiques que l'individu aimerait idéalement posséder. Donc, plus l'écart entre les deux est important, du coup, moins l'estime de soi est censée être élevée. Une autre approche, c'est l'approche interpersonnelle, qui cette fois-ci va vraiment penser que le soi est façonné principalement par nos relations sociales. Et du coup, l'estime de soi serait une sorte d'indicateur de notre sentiment d'inclusion ou d'exclusion sociale, une sorte de moniteur en fait interne de notre valeur perçue en tant que partenaire social. Et enfin, la dernière approche, qui est l'approche additive, cette approche a tenté de combiner les apports des approches intra- et interpersonnelles en postulant du coup que l'estime de soi découlerait donc de la possession ou non de certaines caractéristiques que le sujet va juger important de posséder, mais que cette importance de cette caractéristique sera définie en fait par nos relations sociales principalement. Donc, il y a eu beaucoup de modélisation de l'estime de soi et des perceptions de soi. Nous nous sommes principalement basés sur une modélisation associative qui a été proposée notamment par la structure de la connaissance sociale de Greenwald et collaborateurs. Donc, dans ce modèle associatif, en fait, le soi est un concept central au sein d'un vaste réseau associatif. Autour de ce soi, différents autres concepts vont être stockés. Ça peut être des concepts de rôle, des concepts d'attributs. Et l'ensemble de ces concepts sont reliés par des liens de nature associative. La force d'association entre ces liens, en fait, va dépendre du principe de co-occurrence, c'est-à-dire que plus souvent deux concepts vont être associés simultanément dans le même contexte, plus leur force d'association sera importante. Dans ce modèle, le concept de soi est représenté par le lien associatif entre le soi et certains et d'autres concepts, donc de rôle ou d'attribut, alors que l'estime de soi serait plutôt représentée par le lien associatif entre le soi et la valence, donc positive ou négative selon le niveau d'estime de soi du sujet. En fait, cette estime de soi, elle découlerait vraiment de l'évaluation affective des différents concepts qui sont reliés au concept de soi. Donc nous sommes principalement intéressés à l'estime de soi chez les patients atteints de cancer,
car nous savons que l'estime de soi est une ressource psychologique importante. Plus précisément, chez les patients atteints de cancer, différentes études ont montré qu'avoir une bonne estime de soi était associé à une meilleure acceptation du handicap lié à la maladie, à de meilleures stratégies d'ajustement psychologique et de fortes associations ont été mises en évidence donc, entre l'estime de soi et le soutien social étant vraiment une ressource également très importante pour les patients en oncologie. Plus généralement, différentes études ont montré que face à un événement de vie négatif ou stressant, les personnes avec une bonne estime de soi vont avoir tendance à ressentir moins d'affects négatifs à la suite de ces événements, que ces événements négatifs vont impacter de manière moins importante l'ensemble des perceptions de soi chez les personnes qui ont une bonne estime de soi. Et enfin, de fortes associations ont été mises en évidence entre l'estime de soi et différents troubles psychologiques tels que la dépression et l'anxiété. Plus précisément, donc, concernant la dépression, le modèle de vulnérabilité de la faible estime de soi a reçu donc, un fort support empirique avec beaucoup d'études provenant d'études longitudinales. Ce modèle a contribué à mettre en évidence que la faible estime de soi serait un véritable facteur de risque et de maintien des troubles dépressifs. Donc, si on s'intéresse au niveau d'estime de soi des patients atteints de cancer, donc globalement, on se rend compte que dans la littérature, il y a eu peu d'études qui ont été réalisées sur le sujet et que les quelques études qui ont été réalisées, finalement, tendent à montrer que les patients atteints de cancer avaient un niveau d'estime de soi qui était égal, voire même parfois supérieur à celui de la population générale. Donc, ces résultats peuvent paraître étonnants, mais en fait, quand on va s'intéresser à l'impact psychologique du cancer, il est important de ne pas considérer le cancer comme un ensemble homogène de pathologies et différentes spécificités sont à prendre en considération chez ces patients, notamment la localisation du cancer, son stade, son pronostic, les types de traitements réalisés par les patients ou encore différentes caractéristiques inhérentes aux patients. Concernant plus précisément l'estime de soi, nous avons identifié 2 facteurs pertinents dans la littérature, à savoir les altérations physiques liées au traitement. Les patients qui ont de lourdes altérations physiques à la suite des traitements vont avoir une altération en fait, de leur image du corps qui peut entraîner une diminution de l'estime de soi qui peut être importante. Et enfin, l'âge, il a été montré que les patients les plus jeunes sont ceux qui avaient tendance à avoir une diminution de leur estime de soi plus fréquente. Il serait donc intéressant en fait, de proposer du coup, des interventions à ces patients, particulièrement du coup, les patients avec des altérations physiques importantes et les patients les plus jeunes, afin de les aider en fait, à s'ajuster à la pathologie en leur proposant une intervention pour améliorer la ressource psychologique que représente l'estime de soi. Donc, à la suite de cet aperçu de la littérature, nous avons réalisé donc une méta-analyse sur les interventions proposées dans la littérature pour augmenter l'estime de soi chez les adultes. Donc, cette méta-analyse visait vraiment à avoir un aperçu global de tout ce qui peut être proposé aux patients et d'essayer de rendre compte de leur efficacité. Donc, pour cette méta-analyse, nous nous sommes principalement intéressés aux études qui avaient une forte validité méthodologique, c'est-à-dire que nous n'avons inclus uniquement des études contrôlées randomisées et des études qui ont utilisé également un design pré-post, c'est-à-dire qui utilisaient une mesure quantitative de l'estime de soi avant et après l'intervention. Donc, l'application de différents critères d'inclusion et d'exclusion nous ont amené à calculer 95 tailles d'effets qui provenaient de 48 échantillons indépendants, eux-mêmes issus de 45 références. Les résultats de cette méta-analyse nous ont permis de mettre en évidence une taille d'effet globale de ces interventions qui était significative de 0,33, qui va dans le sens qui permet donc de mettre en évidence que les interventions de l'estime de soi sont efficaces pour augmenter l'estime de soi lorsqu'on les compare à des interventions contrôle. Cependant, cette taille d'effet globale doit être considérée avec précaution étant donné que nous avons également mis en évidence une hétérogénéité substantielle entre les tailles d'effet calculées. Et de plus, un biais de publication a été mis en évidence avec le test de Iger. Donc, ce biais de publication, il provient principalement du fait que nous avons inclus surtout des études publiées dans des revues scientifiques, car nous avons eu beaucoup de difficultés à récupérer des données non publiées malgré nos appels à données. Donc, ce biais de publication, il a pu entraîner une légère surestimation de la taille d'effet réel des interventions.
Donc, par la suite, nous avons également réalisé différentes analyses de modération, donc basées sur des hypothèses a priori. Aujourd'hui, je vais seulement vous présenter l'analyse de modération que nous avons effectuée donc, sur les types d'interventions. Donc, dans cette analyse, nous avons exclu les types d'interventions pour lesquels nous n'avons réussi à calculer qu'une seule taille d'effet indépendante et nous avons quand même pu inclure donc 9 types d'interventions différentes. Alors, à noter quand même que le nombre d'études inclus par type d'intervention était quand même assez inégalitaire. Cette analyse de modération nous a donc permis de mettre en évidence que certaines interventions pour augmenter l'estime de soi sont efficaces, notamment les TCC particulièrement, mais également les groupes de soutien, la psychoéducation et l'art-thérapie. Mais en se penchant un petit peu plus sur ces interventions, nous nous sommes dit qu'elles pouvaient parfois présenter une faible applicabilité clinique auprès des patients en oncologie, qui sont quand même des patients qui sont déjà impliqués dans une prise en charge médicale lourde et qui n'ont pas forcément le temps ou l'énergie de s'investir dans une psychothérapie trop contraignante. Donc, notamment, ces interventions peuvent être limitées par leur format, si c'est des interventions de groupe, leur durée, si c'est des interventions qui sont parfois un peu longues, la nécessité d'une implication cognitive importante de la part des patients, ou également le fait que ces interventions peuvent représenter un coût financier et nécessiter différents moyens humains. Nous nous sommes donc dit qu'il serait intéressant donc, de proposer une nouvelle intervention pour les patients atteints de cancer, une nouvelle intervention qui pallie en fait certaines de ces limites en proposant quelque chose qui soit vraiment court, simple et auto-administrable. Donc, la technique que nous proposons, c'est principalement basé en fait sur différents modèles de fonctionnement de la mémoire et du soi. Notamment, nous nous sommes basés sur certains modèles fonctionnels qui affirment que nous avons un système unique de mémoire à long terme au sein duquel l'ensemble de nos événements auxquels nous sommes confrontés dans notre vie sont encodés automatiquement sous la forme de traces mnésiques épisodiques et multidimensionnelles. Ces traces mnésiques épisodiques et multidimensionnelles vont en fait être récupérées automatiquement selon les situations que nous vivons dans le moment présent, selon tous les événements de notre vie, selon différents indices contextuels du moment présent. Et cette activation en fait va contribuer à faire émerger certains types de connaissances. Le type de connaissance qui va émerger de cette activation en fait, va dépendre du pattern d'activation des traces mnésiques. Si l'activation est plutôt restreinte, cela va contribuer à faire émerger une connaissance qui sera plutôt de nature épisodique, donc assez précise, assez spécifique et détaillée, alors qu'une activation beaucoup plus diffuse de ces traces mnésiques va contribuer à faire émerger une connaissance plutôt sémantique, c'est-à-dire une connaissance qui sera davantage générale, davantage conceptuelle et qui n'aura pas de contexte spatio-temporel. Nous sommes également basés donc, sur le modèle constructiviste proposé par Conway, qui est le Self-Memory System, qui va avoir vraiment cette fois-ci une vision intégrée du lien entre la mémoire et le soi. Dans ce modèle, en fait, Conway va proposer l'existence de 3 composants différents dans la mémoire, donc notamment le soi de travail, qui est une sorte de mémoire de travail identitaire et qui est impliqué dans la gestion des buts à court terme. Le soi de travail va également moduler l'accessibilité de certains souvenirs présents en mémoire épisodique. La mémoire épisodique, du coup, qui va stocker des souvenirs de nature épisodique, donc assez détaillés, assez contextualisés. Et certains de ces souvenirs vont parfois être transférés dans le soi à long terme en fonction de leur pertinence par rapport aux buts, valeurs et croyances de l'individu. Et enfin, le soi à long terme qui lui regroupe 2 composantes. Donc, une composante qui s'appelle le soi conceptuel, qui va plutôt regrouper des connaissances générales, un petit peu sémantisées de nos attitudes, valeurs, croyances sur soi et sur autrui. Et la base de connaissances autobiographiques qui, elle, va regrouper des connaissances très générales sur certains événements de vie généraux ou certaines périodes de vie de l'individu. Donc, ces 3 composantes vont vraiment fonctionner les unes interagissant avec les autres. Donc, pour récapituler, la technique que nous proposons visait vraiment à essayer de maintenir l'estime de soi chez les patients en oncologie afin de moduler un petit peu l'impact psychologique de cette maladie sur les patients.
Nous avons réalisé une méta-analyse qui a mis en évidence peut-être certaines limites des interventions préexistantes et nous nous sommes dit qu'il serait intéressant de proposer une nouvelle technique qui présente une forte applicabilité clinique pour pouvoir la proposer à des patients en oncologie. Nous nous sommes basés sur des modèles de fonctionnement de la mémoire et du soi afin de proposer du coup la technique d'association lexicale qui va viser à augmenter l'estime de soi en faisant émerger deux types de connaissances sur soi, des connaissances sur soi plutôt épisodiques et des connaissances sur soi sémantiques. Donc, la technique que nous proposons vise vraiment à renforcer en fait les liens d'association en mémoire au concept de soi. Il s'agira donc d'associer de manière répétée le soi à une perception positive afin de renforcer les liens d'association entre les deux et d'augmenter l'estime de soi par la dérivation d'une évaluation affective positive de ces liens ainsi renforcés. Les perceptions de soi, les perceptions positives que nous visons ciblent principalement trois dimensions importantes de l'estime de soi, donc la dimension relative à la compétence intellectuelle ou à la compétence générale, la dimension plutôt relative à la sociabilité et enfin une dimension plutôt relative à l'attractivité physique de la personne. Ce travail de thèse a pris donc la forme d'un programme de recherche plutôt appliqué où nous avons poursuivi trois objectifs principaux. Premièrement, nous avons cherché à tester l'efficacité de cette technique en vous proposant donc 3 études que je présenterai aujourd'hui. Ensuite, nous avons cherché à perfectionner la technique en modifiant son format afin d'augmenter encore une fois son applicabilité clinique. Nous avons ici réalisé 3 études que je ne détaillerai pas aujourd'hui. Et enfin, avec les apports des différentes études précédemment, nous avons essayé d'augmenter l'efficacité de la technique en jouant sur certains processus que nous avions identifiés comme importants. Alors, pour commencer, donc notre premier objectif, c'était de tester l'efficacité de la technique que nous proposons. Donc, une première étude a été réalisée auprès de 36 étudiants en psychologie de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Pour mesurer l'efficacité de la technique, nous avons utilisé un questionnaire d'estime de soi globale, qui est l'échelle de Rosenberg. Et les participants ont aléatoirement été séparés en 2 groupes, donc un groupe expérimental réalisant la technique d'association lexicale et un groupe contrôle réalisant une technique contrôle. La tâche proposée aux participants consistait à un exercice de lecture de phrases afin d'activer des perceptions de soi positives plutôt sémantiques et d'entraîner un traitement sémantique de ces perceptions positives. Mais à cet exercice de lecture de phrases, nous avons ajouté un exercice de visualisation mentale de situations détaillées, cette fois-ci afin de réactiver un ensemble restreint de traces mnésiques, du coup pour faire émerger une connaissance sur soi plutôt épisodique. Donc dans le groupe expérimental, les participants étaient donc exposés à des phrases associant donc le soi en utilisant le pronom « je » à une perception positive, donc ici une perception relative à la compétence dans l'exemple donné sur le diaporama. Et dans le groupe contrôle, les participants étaient exposés aux mêmes perceptions positives, mais sans les lier au concept de soi. Le « je » en fait a été remplacé par des exemplaires de groupes sociaux ou de professions. Ça nous a vraiment permis en fait de placer les participants du groupe contrôle dans les mêmes conditions que les participants du groupe expérimental, mais sans impliquer chez eux le concept de soi. Donc, cette étude a utilisé un design pré-post, c'est-à-dire que les participants ont complété dans un premier temps l'échelle mesurant leur niveau initial d'estime de soi globale. Puis, ils ont réalisé la phase d'intervention, donc en fonction de leur attribution dans le groupe expérimental ou dans le groupe contrôle. Dans les 2 groupes, les participants devaient réaliser 6 sessions de la technique proposée et ces 6 sessions étaient réparties sur 2 semaines. Le fait de répartir ces sessions, en fait, consistait vraiment à intercaler des nuits de sommeil dans les différentes sessions afin d'utiliser au maximum tous les mécanismes positifs du sommeil dans la consolidation mnésique et langagière. Le lendemain de la dernière session, les participants ont complété une 2e fois du coup l'échelle d'estime de soi globale. Et enfin, nous avons proposé un retest à un mois de la fin de l'intervention afin de mesurer la durabilité des effets de notre technique. Donc, les résultats de cette première étude ont permis de mettre en évidence un effet d'interaction significatif lorsqu'on s'intéresse aux données recueillies sur l'échelle d'estime de soi globale entre avant et après l'intervention et qu'on regarde aussi en fonction du groupe expérimental, ce qui irait dans le sens que la technique est efficace immédiatement pour augmenter l'estime de soi globale. Cependant, l'investigation du retest à un mois n'a pas permis de mettre en évidence la durabilité des effets. Cette première étude a donc permis de montrer l'efficacité de la technique sur l'estime de soi globale, mais les effets semblent néanmoins temporaires car nous avons des effets que le lendemain de la dernière session.
Pour confirmer un petit peu ces résultats et augmenter la certitude de nos conclusions, nous avons réalisé par la suite une étude de réplication avec un échantillon un peu plus élevé. Cette fois-ci, l'étude 1B a été proposée auprès de 89 étudiants en psychologie. Cette étude a permis de répliquer donc, les effets immédiats de la technique sur l'estime de soi globale. Et nous avons également pu montrer avec cette étude de réplication un maintien des effets jusqu'à 5 jours de la fin de l'intervention, car dans cette étude de réplication, le retest à 1 mois a été remplacé par 2 retests, donc 3 et 5 jours après la fin de l'intervention. Ces différents résultats nous ont posé plusieurs questions. Dans un premier temps, nous nous sommes questionnés sur la durabilité des effets positifs de la technique et nous nous sommes demandé si le fait que les effets persistent à 5 jours mais ne sont plus présents du tout à 1 mois pouvait être lié en fait à une modification temporaire de l'affectivité positive des participants réalisant la technique d'association lexicale, ce qui aurait pu en fait entraîner une augmentation de l'estime de soi globale mais qui n'était du coup que superficielle et très temporaire. Par la suite, nous nous sommes également demandé donc, si cette intervention pouvait être proposée à des patients en oncologie. Nous avons voulu vérifier son applicabilité clinique, étant donné que c'était vraiment l'objectif principal de cette thèse. Donc, nous avons réalisé une étude 2, c'était donc une étude clinique. Nous avons proposé la technique donc, à 52 patientes atteintes de cancer du sein au sein du service de radiothérapie de l'hôpital de Chambéry. Donc, les résultats que je vous présente aujourd'hui ne sont issus que d'analyses préliminaires et ces analyses seront répétées une fois l'intégralité de la taille d'échantillon obtenue. Donc, pour cette étude, nous avons également utilisé une échelle d'estime de soi globale et nous avons ajouté une échelle d'affectivité afin d'essayer de rendre compte de la modification des affects des patientes à la suite de l'intervention. Les patientes ont également été réparties en 2 groupes de manière aléatoire, un groupe réalisant la technique d'association lexicale et un groupe réalisant la technique contrôle. Et le design de cette étude a été exactement le même que la première étude que je vous ai présentée, du coup, avec un retest à 1 mois. Donc, cette étude clinique, pour le moment, a permis de mettre en évidence que l'effet d'interaction n'est pas significatif si on s'intéresse à l'efficacité immédiate de notre technique. Nous n'avons des résultats que tendanciels pour le moment. Et cette étude a également permis de répliquer que nous n'avons pas d'effet significatif sur l'estime de soi, encore une fois, à 1 mois de la fin de l'intervention. Concernant les scores d'affectivité, nous n'avons pas constaté de modification significative de l'affectivité des participantes. Cependant, descriptivement, nous avons pu constater une augmentation des affects positifs des patientes et une diminution des affects négatifs des patientes, donc dans les 2 groupes, qui pourrait être liée au fait que l'ensemble des patientes ont été confrontées à des perceptions positives ou simplement au fait que l'étude a été proposée comme une étude visant l'amélioration du bien-être. Ces différents résultats sont donc à interpréter quand même avec précaution, car pour le moment, nous manquons de puissance statistique dans nos analyses. Nous n'avons pas encore atteint la taille d'échantillon que nous nous étions fixés. De plus, nous avons pu constater en fait, que le niveau initial d'estime de soi des patientes atteintes de cancer inclus dans cette étude était en fait descriptivement supérieur à celui des étudiants en psychologie des études précédentes. Donc, ce niveau initial d'estime de soi plutôt satisfaisant, en fait, donc conforte globalement les résultats issus de la littérature. Nous avions vraiment proposé cette étude à des patientes atteintes de cancer du sein, car nous savons que c'est une pathologie dont les traitements peuvent entraîner d'importantes altérations physiques. Et nous avons également ciblé les patientes les moins âgées, mais cela n'a peut-être pas été suffisant et notre groupe de patientes était trop hétérogène pour pouvoir s'adresser uniquement à des patientes qui ont des perceptions de soi plutôt abaissées. Donc, il serait intéressant de réaliser cette étude en ciblant davantage les patientes qui auraient le plus besoin de l'intervention et du coup qui ont potentiellement une faible estime de soi. Cette étude clinique a néanmoins permis de mettre en évidence donc, la bonne acceptabilité de l'intervention, car peu de patientes ont arrêté l'étude en cours et nous avons vraiment eu des retours positifs informels des patientes, donc c'était assez encourageant. Une chose quand même, c'est que certaines patientes nous ont parlé de la nécessité de personnalisation de certains items, notamment certains items renvoyant à la dimension physique qui leur semblaient peu adaptés.
Donc, à la suite de ces premières études, nous avons également réalisé différentes études où là, nous avons cherché à modifier le format de la technique afin, encore une fois, d'augmenter son applicabilité clinique. Donc, le but, c'était vraiment de perfectionner la technique que nous proposions. Nous avons donc réalisé une étude de simplification que je ne détaillerai pas aujourd'hui, mais qui a contribué à mettre en évidence la nécessité d'un exercice de récupération de souvenirs épisodiques pour l'efficacité de notre technique. Et nous avons également réalisé deux applications en ligne, donc en testant la technique d'association lexicale en adoptant une procédure entièrement réalisable en ligne. Les résultats non significatifs de cette étude nous ont questionné donc sur la nécessité d'un contact avec l'expérimentateur qui pourrait être impliqué dans la crédibilité de l'intervention que nous proposions et du coup dans l'engagement des participants dans les exercices proposés. À la suite de ces différentes études de perfectionnement et en fonction de ce que nous avions réussi à mettre en évidence, nous avons proposé une dernière étude qui visait vraiment à augmenter l'efficacité de la technique d'association lexicale et nous avons cherché à tester donc une nouvelle technique, une technique qui était davantage épisodique. Donc cette technique visait dans un premier temps à favoriser la stimulation épisodique. Nous avons donc modifié la tâche proposée aux participants. La tâche proposée prenait la forme cette fois-ci d'un rappel écrit et d'un exercice de lecture et de visualisation de souvenirs personnels détaillés et précis. Nous avons également cherché à toucher plus de perception de soi. Donc, nous avons augmenté le nombre de dimensions ciblées par l'intervention et les participants, donc cette fois-ci, travaillaient systématiquement 5 dimensions à la place de 3. Nous avons également cherché à augmenter la crédibilité de l'intervention et favoriser l'engagement des participants dans la tâche proposée. Pour ça, nous avons essayé de personnaliser la technique. Les participants avaient du coup le choix des dimensions sur lesquelles ils souhaitaient travailler et l'exercice de lecture de phrases et de visualisation mentale était basé sur des situations personnelles qu'ils avaient précédemment décrites. Et enfin, nous avons encore une fois cherché à simplifier la technique et en modifiant son format. Donc, cette fois-ci, la technique épisodique a été réalisée donc, sous le format de 6 sessions, donc réparties tous les jours pendant une semaine, ce qui nous a permis de réduire la durée de l'intervention tout en augmentant la fréquence des sessions. Donc, cette dernière étude a été proposée à 48 étudiants en psychologie. Nous avons donc encore une fois mesuré l'estime de soi globale avec le questionnaire de Rosenberg et l'affectivité avec le même questionnaire que nous avions utilisé précédemment. Nous avons cependant ajouté une mesure des perceptions de soi et nous avons ajouté une mesure du coup mesurant l'écart entre le soi perçu et le soi idéal. Donc, il était demandé aux participants donc, de rappeler des caractéristiques désirables ou indésirables, puis de coter le pourcentage de possession perçue de ces caractéristiques. Les participants ont encore une fois été séparés aléatoirement en 2 groupes, un groupe expérimental et un groupe contrôle. Et le design de cette étude était donc sensiblement le même que celui des études précédentes et nous avons proposé 2 retests, un retest 3 jours après la fin de l'intervention et un retest 5 jours après la fin de l'intervention. Donc, l'exercice, la tâche demandée aux participants dans les 2 groupes expérimentaux était la même. Les participants devaient écrire, relire et visualiser des souvenirs détaillés, mais ces souvenirs détaillés n'étaient pas les mêmes en fonction du groupe du participant. Donc, dans le groupe réalisant la technique d'association lexicale épisodique, ces souvenirs détaillés ciblaient en fait des souvenirs personnels positifs reliés à différentes dimensions de l'estime de soi. Ainsi, les participants pouvaient donc choisir la dimension sur laquelle ils souhaitaient travailler, puis choisir une situation qui illustrait un petit peu cette dimension. Et pour chaque situation, ils devaient récupérer mentalement un souvenir détaillé et essayer de le décrire par écrit avec précision en quelques lignes. Dans la technique contrôle épisodique, donc les souvenirs détaillés concernaient cette fois-ci des souvenirs personnels neutres et quotidiens. Les participants n'avaient pas le choix du coup des dimensions sur lesquelles ils souhaitaient travailler, mais ils avaient le choix de rapporter des souvenirs basés sur différentes situations. Par exemple, ce qu'ils avaient fait la veille au soir. Encore une fois, il était demandé aux participants de bien récupérer mentalement le souvenir et de le décrire avec précision en quelques lignes. Dans les 2 conditions, nous avons vraiment insisté sur le fait que dans le petit récit écrit, les participants précisent vraiment différents détails épisodiques, notamment le contexte spatio-temporel du souvenir, la situation sociale du souvenir, donc si le participant était seul ou s'il était avec quelqu'un,
et s'il était avec quelqu'un, avec qui il était précisément. Et enfin, de rapporter également les pensées, sentiments, sensations dont le sujet se rappelle au moment de la situation. Donc, cette dernière étude a permis de mettre en évidence que cette technique d'association lexicale épisodique semblait efficace pour augmenter l'estime de soi globale des participants, donc avec un effet d'interaction significatif sur les données pré-post en fonction du groupe expérimental. Cependant, nous n'avons pas réussi à mettre en évidence l'efficacité de la technique à 3 et 5 jours de la fin de l'intervention. Concernant le score relatif à l'écart entre le soi perçu et le soi idéal, nous n'avons eu aucun effet significatif. Et encore une fois, nous n'avons eu aucun effet significatif sur l'affectivité, ce qui signifierait que l'évolution de l'estime de soi n'est pas associée à une modification de l'affectivité des participants. Donc, ces différents résultats nous ont posé différentes questions, encore une fois. Dans un premier temps, en fait, nous avons pu constater avec étonnement une augmentation différée de l'estime de soi dans le groupe réalisant la technique contrôle épisodique. Donc, comme vous pouvez voir sur le diaporama, en fait, on voit qu'à 3 jours, les scores d'estime de soi augmentent légèrement dans le groupe contrôle. Donc, ça peut être tout à fait lié à un artefact statistique, mais nous nous sommes quand même questionnés sur certains processus qui pourraient être impliqués dans la technique contrôle, donc par le rappel quotidien de souvenirs neutres, détaillés. Nous nous sommes demandé si ces souvenirs, en fait, si le rappel de ces souvenirs ne pouvait pas avoir un impact en augmentant l'attention centrée sur soi, ce qui pourrait par la suite avoir un impact sur l'estime de soi, sachant que l'attention centrée sur soi est un processus qui a montré son efficacité sur l'estime de soi dans certains types d'interventions qui sont les interventions basées sur la pleine conscience. De plus, le fait que nous n'ayons pas eu d'effet sur l'écart entre le soi perçu et le soi idéal nous a posé différentes questions. Nous avons pu constater avec étonnement une grande variabilité en fait, dans les idéaux que les participants ont rappelés d'un temps de mesure à un autre, et nous nous sommes donc demandé si en fait, la technique d'association lexicale ne pouvait pas avoir un impact sur ces idéaux personnels qui ont été rapportés et entraîner en fait, des fluctuations dans la salience des idéaux personnels, ce qui aurait pu expliquer pourquoi nous n'avons pas eu d'effet sur cette échelle. De plus, nous nous sommes demandé si les écarts au soi étaient peut-être plus stables que l'estime de soi, ce qui peut être étonnant car normalement les écarts au soi et l'estime de soi sont très corrélés. Donc, pour augmenter la certitude dans nos résultats et pour écarter certaines pistes qui pourraient être liées en fait, à des artefacts statistiques, cette étude est actuellement en cours de réplication. Donc, pour récapituler, dans cette thèse, nous avons cherché à tester l'efficacité de la technique d'association lexicale par un exercice de lecture de phrases et de visualisation mentale. Cette technique a montré son efficacité chez des sujets sains, avec un maintien des effets jusqu'à 5 jours sur l'estime de soi globale. Concernant son application clinique, l'efficacité reste à préciser, car pour le moment, nous n'avons que des résultats préliminaires. Cependant, l'étude clinique a permis quand même de mettre en évidence que les patientes semblaient bien accepter l'intervention que nous leur proposions. Par la suite, nous avons cherché à perfectionner la technique, donc en la simplifiant et en essayant de tester son applicabilité en ligne. Donc, ces différentes études de perfectionnement nous ont permis par la suite de proposer la technique d'association lexicale épisodique qui visait vraiment à augmenter l'efficacité de la technique. La technique épisodique a montré son efficacité immédiate sur l'estime de soi globale. Cependant, nous n'avons pas de maintien des effets pour le moment et nous n'avons pas eu d'effet sur la modification des écarts au soi. Donc, ce travail de thèse présente néanmoins certaines limites. Déjà, dans un premier temps, nous avons utilisé uniquement des mesures explicites de l'estime de soi. Il aurait été tout à fait intéressant d'utiliser des mesures implicites de l'estime de soi. Cependant, en fait, au cours de ma thèse, nous avons réalisé différentes études d'investigation qui ne nous ont pas permis en fait, de conclure sur une forte validité et une forte fiabilité de ces mesures implicites de l'estime de soi, et nous n'avons pas souhaité les utiliser pour mesurer l'efficacité de notre technique. De plus, malgré l'efficacité immédiate mise en évidence dans certaines de nos études, au final, la technique que nous proposons n'a pour le moment qu'une faible durabilité, c'est-à-dire que les effets positifs ne semblent pas perdurer, en tout cas pas au-delà de 5 jours. Cette durabilité des effets nécessitera d'être investiguée avec profondeur en se demandant comment augmenter la durabilité des effets, peut-être en
se basant en retravaillant vraiment les processus mnésiques impliqués dans l'exercice que nous avons proposé. Enfin, certaines études ont pu manquer de puissance statistique. Donc, toutes nos études ont été basées sur des analyses de puissance a priori, mais comme ces analyses de puissance a priori ont elles-mêmes été basées sur certaines études avec des petits échantillons, il est possible que les tailles d'effets utilisées pour ces analyses de puissance aient souffert en fait de certaines fluctuations. Ce travail de thèse ouvre quand même la voie à de nombreuses pistes de recherche. Dans un premier temps, il serait intéressant donc de tester l'applicabilité technique de l'applicabilité clinique de la technique d'association lexicale épisodique, donc chez des patients atteints de cancer. Ça serait tout à fait intéressant vu que la nouvelle technique est vraiment très personnalisée et du coup, ça pourrait pallier les limites mises en évidence dans notre étude clinique sur la première technique que nous proposions. Il serait également intéressant de retravailler donc, le format de la technique d'association lexicale. Si différentes pistes d'amélioration ont été testées, nous pensons qu'il serait également intéressant de modifier son format, peut-être en développant une application mobile qui serait beaucoup plus pratique en fait, pour que les patients puissent réaliser leurs exercices quotidiennement sans avoir besoin de se connecter à un ordinateur. Il serait également intéressant de réfléchir au potentiel d'insertion de la technique d'association lexicale dans une approche vraiment thérapeutique, personnalisée et modulaire, étant donné que la faible estime de soi semble être un symptôme vraiment transdiagnostique à de nombreuses pathologies en santé mentale. Et enfin, moi, je serais tout à fait intéressée de tester en fait l'efficacité préventive de la technique que nous proposons sur le développement de la dépression. En effet, la faible estime de soi étant un facteur de risque de développement de la dépression, il serait intéressant de voir si la technique d'association lexicale permet de réduire en fait le risque de développement de troubles dépressifs. Le fait que cette technique se base vraiment sur la récupération de souvenirs positifs, personnels et détaillés, en fait, cela pourrait avoir un impact sur certains processus qui sont responsables du développement des troubles dépressifs, tels que les pensées répétitives négatives, qui sont elles-mêmes en fait liées à un biais d'abstraction sélective et à un déficit de désengagement attentionnel des informations sur soi négatives. Voilà, alors pour terminer, je voulais remercier mes deux directeurs de thèse qui ont accepté de m'encadrer pour ces travaux. J'aimerais également remercier l'ensemble des membres du LPNC et du LIPC2S au sein desquels j'ai pu réaliser ma thèse. Je voudrais remercier également le personnel de l'unité de recherche clinique et du service de radiothérapie de l'hôpital de Chambéry, avec qui nous avons eu la chance de pouvoir collaborer sur l'étude 2. Et enfin, je souhaite remercier les membres de la Ligue nationale contre le cancer et du comité de la Savoie qui m'ont donné l'opportunité de réaliser ces travaux. Merci pour votre attention.